Bien. Alors nous reprenons nos travaux. Et alors nous entamons. Alors nous avons au programme de cet après-midi deux tables rondes. Merci. Merci. Bien. Alors je répète rapidement deuxième partie de la séance d'aujourd'hui. Il y a deux tables rondes. La première consacrée aux acteurs. La deuxième est consacrée à l'édifice. Alors la première table ronde, vous avez là devant vous tous les acteurs qu'il nous a paru nécessaire de faire parler de leur rôle, j'allais dire rôle successif. Ils sont presque dans l'ordre d'action, si je peux me permettre l'expression, qu'on pourrait imaginer, et c'est dans l'ordre dans lequel on avait souhaité les faire intervenir. Alors, Monsieur Gérard Latour, ancien maire d'Aurignac, en qualité de propriétaire de l'édifice, vous avez à l'égard de cet édifice des devoirs, et ces devoirs et ses besoins, et ses demandes. Donc je pense que ce qui serait utile, c'est de nous expliquer les raisons dans lesquelles, et la situation dans laquelle vous vous trouvez en qualité de responsable d'un élément patrimonial. Frère Marie Pâques, prêtre affectataire de l'église Ermitage Notre-Dame de Nise à Lunas, vous aussi, vous êtes demandeur en quelque sorte, en qualité de prêtre, pour la restauration et la remise en état d'un édifice, d'une église ou d'une chapelle. Mais pas pour les mêmes raisons que Monsieur le maire, pour d'autres raisons, et je pense que c'est intéressant que vous présentiez chacun de votre côté les raisons complémentaires qui font que cette demande est cohérente. Ensuite, Madame Catherine Valérie Rado, correspondante de la sauvegarde en Haute-Vienne. Alors vous êtes du terrain, en quelque sorte. Vous avez un rôle qui est vraiment capital, un rôle d'articulation, et pour lequel on aimerait que vous nous expliquiez, au fond, dans votre rôle, est-ce que vous êtes plutôt conseiller ou plutôt passeur? Et ça, on aimerait que vous puissiez nous expliquer un petit peu comment vous vivez cette activité qui est absolument indispensable parce que sans vous, les dossiers ne remonteraient pas à la sauvegarde. Ensuite, Elena Coudray, architecte du patrimoine. Alors, moi, je vais vous demander d'expliquer, mais pourquoi un architecte? Et pourquoi un architecte du patrimoine? Et la question que je posais tout à l'heure ce matin, c'est, au fond, les entreprises ne savent pas ce qu'elles ont à faire. Donc, il va falloir nous expliquer pourquoi il faut un architecte dans ce domaine. Et enfin, Monsieur Nicolas Vassilchins, je prends ton sûrement très mal, ingénieur du patrimoine, UAP de l'Eure. Alors, pour vous, le sujet est effectivement difficile, surtout pour un patrimoine protégé ou non protégé. La question de votre rôle, c'est entre conseiller ou donneur de visa, en quelque sorte. Et je pense que votre rôle est situé entre les deux, tout en assurant les deux extrémités, en quelque sorte, de cette mission particulièrement difficile. Et enfin, Damien Baranger, qui représente les entreprises, les artisans, et à qui je vais poser la question, mais quand vous intervenez sur le patrimoine, êtes-vous simplement exécutant ou êtes-vous complice? Alors, on va vous donner la parole chacun l'un après l'autre. On vous demande simplement de tenir un horaire extrêmement strict de 5 minutes. On vous remercie d'avance de ne pas nous obliger à avoir un rôle désagréable de censeur et on vous remercie d'avance pour la contribution que vous allez apporter à cette séance. Merci d'avance. Oui. Alors c'est à vous. Oui, ça marche. Bon, rapidement, je voulais quand même remercier la sauvegarde parce que sans eux, je n'aurais jamais pu sauver l'intérieur de cette petite église des Pyrénées. Ils ont pris la part de la commune parce qu'on n'avait pas un sou. Alors, comme vous pouvez voir là, c'est une église qui date du XIVe siècle. Je m'y suis intéressé. Au début, les vieilles pierres m'ont toujours plu. Mais j'ai été intéressé parce que certaines personnes m'ont fait connaître en détail, m'ont apporté toute la connaissance et c'est devenu véritablement une passion. Encore grand merci à la sauvegarde parce que sans ça, on n'aurait pu rien faire. En plus, le village, était 250 habitants, donc les finances, j'en parle même pas parce que vous avez tous pleuré avec moi. Et voilà. Alors le clocher,
Rapidement, je vous la décris. Le clocher, l'église date du XIVe. En gros, Gaston Phébus et ouais, Gaston Phébus. Donc, avant, il y avait un enclos défensif, une motte castrale, et il y avait une tour de guet. Le clocher, on suppose, parce qu'il n'y a jamais eu d'études approfondies là-dessus, on suppose que le clocher, actuellement, qui est à Merchicouli, était une tour de guet, avec adossé un genre de fortin. Mais bon, le fortin a disparu, et ils ont collé l'église à la tour de guet, et ça a donné le clocher. Justement, il faudrait une étude d'architecte archéologique, un peu, archéologiste, pour deviner ou expliquer toutes les strates de la construction. C'est de là qu'elle est pas. Parce que quand vous passez à côté, bon, elle est belle, mais enfin, ça plus, quoi. Mais lorsque vous connaissez, comme je la connais, pierre par pierre, elle est passionnante. Voilà. Donc là, première chose qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une peinture. Je vous explique vite fait le détail. Voilà. Alors la peinture que vous avez en plafond, sur bois, voilà, on la voit mieux. C'est une peinture début 18e. Dans le département unique. Il n'y a pas une autre église qui a ça. Dans la région, peut-être une. Et encore, c'est des gens plus expérimentés que moi qui m'ont dit peut-être qu'il y en a une ou deux du côté de Toulouse, mais c'est pas sûr. Donc, vous voyez, c'est pas la chapelle Sistine, mais enfin, ça a quand même pour moi une valeur. Et vous voyez, elle représente donc la Vierge au milieu. Voilà, vous voyez, la Vierge au milieu. Et à gauche de la Vierge, vous voyez la détérioration des planches qui a commencé. Et c'est là où je me suis vraiment alerté et je me suis intéressé au toit. Et le toit, bien sûr, ça a goûté, ça m'a pourri toute la peinture. Dans la première urgence, c'est de la mettre hors d'eau. Le toit du clocher avait été fait en 2013. Oui, du clocher. Le reste, vous voyez, on voit très bien les ardoises qui ont glissé, il y a eu des petites réparations, mais il fallait tout reprendre à zéro. Entre-temps, je l'ai fait inscrire au patrimoine, croyant que je pouvais la protéger. Et je la protège quand même, hein, par ça. J'y donne le patrimoine, ça l'occupe. Voilà. J'ai fait refaire le toit. Alors, au départ, je devais faire les deux toits des chapelles et le toit principal. Mais quand j'ai pris mon crayon et ma gomme, j'ai fait le compte, j'ai pas pu. Donc, j'ai refait le grand toit pour protéger les peintures et ce qu'il y avait à l'intérieur. Il faut savoir que l'église est inscrite, donc, et qu'à l'intérieur, vous avez le baldaquin et l'autel qui est classé au monument. Voilà, vous le voyez là. Alors, c'est du baroque pyrénéen, d'un artiste, moi je dis artiste parce que c'est plus des artisans à ce niveau-là, un artiste qui a opéré pendant 150 ans dans les Pyrénées, environ de 1647, et se sont arrêtés, la dynastie s'est arrêtée au début du 19e siècle. Voilà, en gros. Alors, là, ça rend, mais lorsque vous rentrez dans cette église et que vous regardez, voilà, vous restez un moment à la contempler, je vous le dis. De l'extérieur, vous passez, elle est jolie, mais pas sans plus, mais quand vous pénétrez à l'intérieur, et tous les gens qui ont visité, qui m'ont aidé ensuite, à savoir un sous-préfet, que j'ai invité pour qu'il vienne la voir, et quand il est rentré dans l'église, il a fait « Ah oui, effectivement, il faut faire quelque chose pour elle ». Et aussi la responsable, Madame Colonel, responsable des architectes bâtiments de France, qui m'a énormément aidé, d'ailleurs qui m'a donné l'adresse de la sauvegarde, et j'ai pu réussir à vous contacter. Cette personne aussi pareil, quand j'ai fait visiter, elle est restée un moment et elle m'a dit la même réflexion. Oui, oui, il va falloir faire quelque chose pour cette église. Donc je vous invite tous, si vous passez du côté de Bagnères de Bigorre, vous téléphonez à Aurignac, à la mairie d'Aurignac avec un O, parce que sinon vous tombez dans Lot-et-Garonne, et vous me fixez un jour, je vous la fais visiter avec la grande visite, c'est-à-dire sur le baroque pyrénéen ou sur la restauration, et même les finances de la mairie pour la restauration. Je vous invite tous, si vous passez dans le secteur, venez me voir, et ça sera avec plaisir que je vous recevrai. Voilà, c'est des choses dites. Bon, donc je passe parce que la sauvegarde nous aide pour l'extérieur. Vous me faites un signe quand je dépasse le temps, hein, parce qu'il ne faut jamais me dire bonjour, moi. On en allait pour l'après-midi. Donc, vous me faites de petits signes. 2 minutes ?
ça va être dur pour moi. Enfin bon, je vais essayer. Donc la sauvegarde aide pour les extérieurs, pour la grosse construction. Donc on est en discussion, mon contact c'est Madame Monteillet surtout, et discussion pour savoir si on décrépit tout ou si on refait les endus partiels. Venez voir et vous le ferez complètement. Parce que même les crépis qui sont d'origine ne vont pas tenir longtemps. Chose que je vous parle, puisque vous m'avez dit que ça pouvait intéresser des gens, on a une ardoisière qui a recommencé sa production. Alors, c'est des ardoises de qualité. Elles ont un petit problème, c'est parce que les épaisseurs sont différentes et dont les couvreurs ne veulent pas en entendre parler. Il y en a un de couvreur qui le fait. Donc l'église, vous la voyez là. Vous voyez, les ardoises becquent un peu, comme on dit. Mais ça, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'elles sont d'épaisseurs différentes. Donc, moi, je les ai vus travailler, ils en prennent une et la mesure, c'est pas bon. À la benne. À la benne. Alors, ils ne veulent pas travailler avec ces ardoises. Mais le résultat, et ça, c'est à la demande de Madame Colonel, qui est à cheval sur les origines des matériaux, qui a voulu qu'on mette ce type d'ardoise. Donc, il y a une production d'ardoise très bonne, un peu difficile à poser, mais excellente. Quant aux enduits, longtemps, on croyait qu'il fallait aller à 20 bornes chercher le sable de la carrière, parce que c'était légèrement beige-jaune, quoi, disons, le sable. Et j'ai découvert, suite à l'intervention d'un géologue, qu'il y avait à Aurignac une ancienne sablière où tous les gens, c'était à quoi, 5 minutes avec le char à bœuf. Ils ramenaient ils n'allaient pas à 20 km pour le prendre. Donc l'église a certainement été destinataire de ce sable-là, c'est le sable naturel qui vient. Donc la prochaine fois, j'ai réunion là avec cette Madame Colonel et le gars qui va faire un devis pour l'enduit. Je lui parlerai de cette carrière pour qu'on utilise vraiment. D'abord, il faudra regarder avec des experts si c'est le bon sable, mais je pense que c'est celui-là. Toutes les maisons d'Aurignac ont été faites avec ça. Pour vraiment repartir à la base et utiliser ce matériel qui a été utilisé il y a des siècles. Voilà. Un petit truc pour la Monteillet, après je vous laisse tranquille. J'ai vu le spectacle de toutes les églises, tous les monuments qui sont à réparer, à restaurer. Je n'aurais jamais pensé qu'il y en ait tant. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on téléphone à la sauvegarde et qu'on tombe sur Mme Monteillet, vous êtes la cause à défendre. On ne sait pas qu'il y a d'autres églises. Vous êtes là. Et on s'occupe de vous comme si vous y étiez le seul cas pour la sauvegarde. Et ça, pour le moral, je vous jure, Mme Monteillet, c'est un apport inestimable. Voilà, je vous remercie. Frère Marie-Pac, donc c'est à vous. Oui. Donc vous êtes aussi en qualité d'utilisateur, demandeur de la restauration d'une chapelle ou d'une église rurale. Oui. Racontez-nous. Brièvement, pour me présenter, je suis un enfant du pays entre Montpellier et Millau, fils de paysan, apiculteur de métier. Je suis rentré à l'abbaye de Lérins il y a 30 ans maintenant. J'ai passé 30 ans de ma vie là-bas. Une vie merveilleuse de rencontres, de responsabilités, puisque j'étais l'économe et le responsable de toutes les entreprises, que ce soit les fabrications de liqueurs, les vins, les bateaux, le restaurant, l'hôtellerie. Et j'ai quitté l'abbaye de Lérins il y a 5 ans, même si je suis encore moine de l'abbaye de Lérins, pour mettre le talent que j'ai de communicant et d'entrepreneur au service du vivre ensemble. Donc j'ai créé Compagnons du Sens, une association qui a pour but de défendre la dignité de la personne humaine et de s'occuper de tout ce qui favorise le vivre ensemble. Entre-temps, je cherche un ermitage pour vivre ma vie de prière, et je suis tombé sur Notre-Dame-de-Nise. Quand j'ai vu Notre-Dame-de-Nise en cet état, je me suis dit, pas pour moi, j'ai levé des fonds toute ma vie, j'ai fait des travaux toute ma vie, je veux être tranquille, un ermitage clé en main,
avec climatisation et chauffage. Et puis, au bout d'un certain temps, ça ne fonctionnait pas. Et comme je suis un homme de foi, chrétien catholique, j'ai demandé à la Sainte Famille de me trouver un lieu pour m'installer. Et le jour de la Sainte Famille, à la sortie de la messe, la Vierge m'a demandé de restaurer Notre-Dame de Nise et de communiquer « Ici, la Vierge guérit les yeux du cœur et de la foi ». Voilà pourquoi et là c'est le prêtre qui cause, c'est pas le président des Compagnons du Sens, voilà pourquoi je m'installe sur Notre-Dame de Nise, sachant qu'il a fallu lever des fonds. Merci à la Sauvegarde de l'Art français, merci à tous les financeurs locaux et à tous mes financeurs privés, puisqu'on a levé en 4 ans 420 000 euros pour faire la première tranche de ce monument. La partie sur je sais plus, sur la gauche à l'écran, là-haut. Voilà. Donc la première partie de l'Ermitage est finie et on va commencer la deuxième partie. Ma motivation pour restaurer ce lieu est double. La première, c'est que je dis toujours aux institutionnels et aux gens qui n'ont pas la foi, ce lieu fait du bien à tous. Tous les gens qui passent trouvent que c'est un lieu de paix, de sérénité. Et donc, si ça fait du bien à 10 personnes, pourquoi ne pas en faire du bien à 100 ? Pourquoi ne pas faire du bien à 1000 personnes ? Et donc, faire du bien au plus grand nombre et en même temps développer l'économie des Hauts-Cantons qui est assez moribonde, même si les laboratoires Fabre, qui emploie 400 personnes sur le coin, est un acteur économique important. Ce qui m'a donné l'idée de développer l'économie locale, c'est le fait que mon ami Jean-Pierre Pernaut, quand il était responsable du journal de TF1, m'a fait un reportage sur la dévotion populaire. Donc Notre-Dame de Nise, c'est le prieuré, mais c'est aussi la fontaine des yeux dite miraculeuse qui soigne les yeux. Je n'y croyais pas, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des témoignages de gens qui ont été soulagés de leurs yeux. Je ne parle pas de guérison ni de miracle, parce que les mots sont un peu connotés, mais soulagement, oui. Et donc, il a fait une mission sur 5 reportages en France, et un sur Notre-Dame de Nise et le soin des yeux. Le mardi, l'émission est passée. Le samedi, sur Nise, il y avait 1200 personnes qui sont venues dans le week-end, alors que d'habitude, il y en vient 20. Les restaurateurs ont refusé du monde. Les loueurs de gîtes ont refusé parce que leur gîte était plein. Et donc, je me dis que développer l'économie locale à travers le patrimoine est une bonne chose. Et se servir aussi du patrimoine spirituel au sens large, puisque 34% du tourisme mondial est un tourisme spirituel au sens large, et quand les communautés de communes, parce qu'elles sont mal à l'aise avec le fait religieux, ne communiquent pas sur notre patrimoine, elles se privent d'une manne financière due au tourisme. Donc voilà l'objectif de cela. Première tranche terminée. Deuxième tranche, on va essayer de poursuivre. 650 000 euros de travaux à mettre en œuvre. La communauté de communes et la commune vont prendre la maîtrise d'ouvrage, puisque le diocèse avait pris la première tranche, mais on a donné 80 000 euros de TVA à l'État. Je suis pour l'impôt, mais avec modération. Donc le diocèse ne récupère pas la TVA, donc la communauté de communes un peu voilà. Donc mon plan de développement est assez simple. J'ai un salarié et demi qui travaille pour les Compagnons du Sens et Notre-Dame de Nise, communication, secrétariat, etc. Et j'ai pris un attaché de presse pour faire connaître le lieu. Le lieu, et l'objectif, c'est d'en faire un petit Lourdes. Voilà. Voilà en gros l'objectif. Donc s'il y a des journalistes qui veulent le dossier de presse, j'en ai porté, qui veulent nous aider à faire connaître le site, bien volontiers, sachant que moi j'ai les moyens de communiquer sur Notre-Dame de Nise, mais j'ai pitié de ces petites associations qui récoltent 2 000 euros par an, qui veulent restaurer un vitrail, qui veulent restaurer une calade, etc. On a créé une association qui s'appelle Patrimoine Hérotourisme,
qui a pour but de mettre en valeur le patrimoine et de communiquer ensemble sur notre patrimoine afin de développer l'économie locale. Donc on a des partenaires avec des producteurs locaux, avec des hébergeurs, avec des restaurateurs, tout ça pour créer une dynamique de développement local, du tourisme et de l'économie. Merci infiniment, frère Maripac, parce que je pense que vous avez mis le doigt exactement là où il fallait. Ce lieu fait du bien à tous. Et je pense que vous avez pris en charge une responsabilité majeure du patrimoine, en plus de simplement la responsabilité du propriétaire. C'est la portée du patrimoine au-delà de lui-même qui était importante. Merci de l'avoir dit comme ça. Madame Catherine Valérie Rado, correspondante de la sauvegarde en Haute-Vienne. Donc, on vous écoute, madame. Oui, je vois que ça marche. Bonjour à tous. Alors, j'ai été déléguée de la sauvegarde depuis 2016 sur les 3 départements du Limousin et depuis cette année seulement sur la Haute-Vienne, avec une petite parenthèse avec les conditions que vous connaissez. Alors, la mission que j'ai eu à cœur de suivre, ça a été de faire connaître la sauvegarde et d'accompagner les projets lorsque cela est nécessaire. Dans les faits, beaucoup de communes connaissant la sauvegarde se dirigent directement vers le siège et je suis là pour éventuellement les aider et venir voir concrètement en quoi consiste le projet et en rendre compte à la sauvegarde. Alors mes interlocuteurs, ils sont nombreux. Les premiers, c'est la DRAC, avec qui j'entretiens de bonnes relations, parce que j'ai l'occasion d'un mandat électoral. J'avais pas mal travaillé avec eux pour la restauration du mobilier protégé de l'église de ma commune. Et dans le cadre et dans une autre occasion, la sauvegarde m'avait demandé de proposer plusieurs projets à son partenaire, la Banque Transatlantique, dans une opération de mécénat. Et donc, avec la DRAC, j'ai eu l'occasion de réunir un certain nombre de propositions. Et la DRAC a été formidable pour ça. Et le choix, d'ailleurs, de ce mécénat s'est porté sur la restauration d'une magnifique chasse émaillée du Limousin du XIIIe. Ensuite, comme autre interlocuteur, j'ai la Fondation du patrimoine, avec qui nous nous retrouvons sur beaucoup de projets. Et donc, c'est important de leur montrer que nous sommes solidaires pour permettre au projet d'aboutir dans les meilleures conditions. Et la Fondation du patrimoine est très active en Limousin, malgré les grandes secousses qui ont secoué son bureau il y a quelque temps. Mais voilà, la structure permet et je dois dire que les communes utilisent beaucoup la fondation pour pouvoir améliorer les conditions de financement de leurs projets. Ensuite, je me suis beaucoup adressée aux ABF. J'avais organisé une réunion de présentation de la sauvegarde en Corrèze il y a quelques temps. Et était présent d'ailleurs là l'ensemble des ABF du département et le vicaire général de l'évêque de Tulle qui était évidemment aussi concerné par cette intervention. Donc ça m'a permis de présenter la sauvegarde et de manière à ce qu'ils puissent diffuser auprès des communes et des cures l'activité de la mission de la sauvegarde. Ensuite, comme autre interlocuteur, j'ai eu ma communauté de communes grâce à un dossier dont vous verrez quelques photos tout à l'heure. Et ça m'a permis de parler de la sauvegarde à l'ensemble des maires de la communauté de communes, mais même au-delà, parce qu'il y a toujours quelques curieux en plus. Et notre évêque, Monseigneur Bozo, qui connaît très bien la sauvegarde grâce à quelqu'un qui a travaillé pour la sauvegarde d'ailleurs, et qui est toujours présent au moment des célébrations, lors des inaugurations à la fin des travaux, invité par les maires des communes.
Et puis dans les autres façons de faire connaître la sauvegarde, puisque c'est quand même mon souci premier dans ce département, c'est une prochaine publication dans le journal diocésain Le Sillon qui a un impact très important sur l'ensemble du diocèse. Et je vais profiter des 100 ans de la sauvegarde pour faire quelque chose d'un peu plus consistant. Alors, vous me demandiez les difficultés que je rencontrais. Alors, les difficultés, j'aurais envie de dire que la sauvegarde n'est pas suffisamment connue, d'où mon action. Et parce que la Fondation du patrimoine, je ne dirais pas qu'elle fait de l'ombre, mais elle occupe beaucoup le terrain. Et puis nous n'avons pas tout à fait la même mission. Donc j'essaie de montrer qu'il n'y a pas rivalité, mais complémentarité. La sauvegarde a donc peu de visibilité et donc ma démarche a essayé de remédier à ça. Mais il faut être actif et argumenté. Et c'est pour ça que j'ai demandé est-ce qu'il y a un délégué pour me relayer en Creuse et en Corrèze, parce que la réalité du terrain m'a montré que les kilomètres faisaient que les déplacements sont longs, même si les départements sont magnifiques. Je vous invite à aller les visiter, c'est extraordinaire. Avec la DRAC et la Fondation du patrimoine, j'avais repéré au début de ma mission, un certain nombre de communes dont les églises avaient vraiment besoin de travaux. Et le travail, c'est un travail de longue haleine, parce que beaucoup de communes sont plutôt réticentes devant l'ampleur des budgets. Et les écoles passent souvent avant la restauration de l'église. Donc, il y a un travail au corps important à faire et j'écoute les conseils de mon voisin de droite sur les arguments à mettre en avant. Alors le positif, c'est que les financements apportés par la sauvegarde ainsi que ses exigences qualitatives et techniques ont un impact évident sur l'emploi régional et contribuent au maintien et à la transmission des savoir-faire. C'est une aide non négligeable pour les porteurs de projets. Et ils sont tout à fait surpris d'ailleurs de la générosité de la sauvegarde. Et ce que j'ai pu constater par mon expérience personnelle, parce que nous avons restauré à titre privé avec mon mari, nous avons porté un projet de longues années et on a constaté un changement radical dans cette région, pas toujours, qui n'était pas très positif à l'égard du patrimoine, qui a un changement évident de la qualité du regard sur le patrimoine, sur ce qu'est le patrimoine et sur son sens surtout, et l'impact évidemment sur le tourisme immédiat. Alors voilà quelques réalisations. Vous pouvez remarquer les caractéristiques de l'architecture creusoise. C'est massif, c'est robuste, ça doit résister au froid. Et voilà une chose. Enfin, moi, j'avais été emballée par ce projet. Et vous voyez, l'humidité arrivait de partout. Et maintenant, c'est un petit bijou, tout simplement. Voilà. Donc, faut la montagne en Creuse, une toute petite commune. Et là où j'ai été vraiment sidérée, c'est par l'enthousiasme des habitants et autour de leur projet, engageant 1000 activités, des fêtes, des dîners, des pique-niques, tout était bon pour récolter quelques euros pour financer les travaux. C'était assez émouvant. Et voilà, l'évêque est venu bénir cette église. Ensuite, là, on est à Saint-Thirier-sous-Aix, donc ça c'est le département de la Haute-Vienne, et on retrouve cette architecture simple, modeste, la pierre est dure en Limousin. Et là aussi, un enthousiasme extraordinaire de la commune et de ses habitants. Et une grande motivation. Voilà. Merci beaucoup, madame.
Je résumais tout à l'heure ma question en vous demandant, vous êtes conseiller ou passeur? À mon avis, c'est bien au-delà. Vous êtes même ambassadeur, si je peux dire, d'Active, et témoin, et puis promoteur d'enthousiasme. Enfin, vraiment, votre rôle est absolument capital. Je vais dire que vous êtes cheville ouvrière. Je pense que ça sera déjà énorme. Merci pour votre témoignage, en tout cas. Maintenant, c'est Elena Coudray, architecte du patrimoine. Alors, pourquoi un architecte? Donc, bonjour, donc, j'interviens beaucoup dans la Manche. Enfin, beaucoup de municipalités m'ont permis d'exercer mon métier à travers la restauration de leurs églises. En fait, pourquoi un architecte du patrimoine? D'abord, une mairie me confie en fait leur église. Oui, merci. Me confie leur église et je deviens par ce biais en fait un membre de l'équipe, puisque en fait à l'origine il y a une commande. Donc si on peut passer quelques images. Donc généralement j'ai mis des photos avant-après, mais quand on m'appelle c'est parce qu'il y a des dégâts des eaux, il y a des infiltrations d'humidité. C'est un département qui a subi les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a beaucoup d'emplois de ciment. Donc là par exemple on voit l'église de Monthuchon où le porche avait perdu son enduit, donc l'élévation intérieure était complètement rejontoyée en ciment et il y avait une grande infiltration d'humidité. Et c'est le type de première entrée c'est ce type de première demande qui m'est demandé. Et à travers mon rôle d'architecte du patrimoine, en fait, je viens apporter mon regard patrimonial, ausculter en fait l'édifice pour regarder la cohérence par rapport au programme de travaux qu'on me demande et l'état actuel de l'édifice. Donc ça commence toujours par la même méthode. Une méthode qu'on emploie aussi sur les monuments historiques classés ou inscrits, c'est-à-dire qu'on commence par une étude historique, on regarde le bâtiment, on l'étudie à travers les documents qu'on peut retrouver, et ensuite on regarde son état actuel, c'est-à-dire qu'on va ausculter le clos, le couvert, donc les toitures, les charpentes, on regarde les parements, on observe l'intérieur. Et on se rend compte qu'un petit édifice qui n'est pas protégé au titre des monuments historiques a une histoire tellement mouvementée et aussi complexe que tout autre édifice. Donc de ce fait, il faut revoir son œil, enfin avoir toujours un œil différent pour chaque édifice. Et on s'attache aux édifices tout autant que les habitants le sont, les paroissiens le sont. Donc la première partie, c'est de faire un dossier, une analyse de l'église, et les études de Chaillot permettent d'avoir cette expertise, ou en tout cas d'avoir un regard plus aiguisé, et on étudie tous les éléments pour déterminer l'état sanitaire d'abord, puisqu'on nous confie un édifice, mais pour le préserver, et non pour faire un projet de restauration globale. Le but premier, c'est quand même le préserver et permettre la transmission aux générations futures. Et ensuite, à travers ces premières études, on détermine un programme des travaux. Et ce programme des travaux, on l'expose aux élus, aux paroissiens, et ça permet de déterminer ou de conforter le programme premier qu'on nous avait commandé. Et de ce fait, quand le projet est partagé, on peut aboutir à un projet de restauration et travailler avec les artisans. Puisque l'architecte du patrimoine a une vision d'ensemble et coordonne l'ensemble des travaux qui seront faits par les différents artisans. Donc, par exemple, pour l'église d'Agon, donc cette église, on a un parti pris de restauration qui aurait peut-être pas été celui choisi par une entreprise qui aurait décidé de restaurer les maçonneries telles qu'elles étaient aujourd'hui, sans se douter que on avait des traces d'enduit à la chaux qui couvraient totalement le clocher et qui avait un rôle à la fois défensif pendant la guerre de 100 ans et un rôle maritime de clocher inscrit dans son paysage comme un marqueur bâti qui se voit sur plusieurs kilomètres à la ronde et qui était peint en blanc en fait, comme un amer
comme un amer marqueur pour la navigation. Et puis sur les autres églises, toujours dans le département de la Manche, par exemple pour l'église de Monthuchon, c'était une restauration du clos et couvert qui était totalement rejointoyée au ciment. Et de ce fait, une odeur très caractéristique du ciment. Et ça a donné l'occasion de proposer une restauration des vitraux. Enfin, c'est pas que ça le projet de restauration, mais ça a donné l'occasion que le maire et les habitants s'approprient leur église de nouveau. Et se demande s'il faut restaurer des vitraux losangés blancs, puisque les vitraux d'origine étaient orange et jaune et conféraient une couleur très étrange dans l'église et ne permettaient pas la mise en valeur de l'espace global et étaient tellement en mauvais état qu'on ne pouvait pas les conserver. Donc le parti pris lors de l'étude, ça a été de leur demander est-ce que vous voulez une restauration classique ou est-ce qu'on part sur un projet de restauration avec la création d'un artiste. Et là, ça a permis aussi que tous les acteurs locaux, qui sont la conservation des objets d'art, l'architecte des bâtiments de France, la DRAC, s'inscrivent dans un projet plus global. Donc là, c'est le résultat. On a l'inauguration à la fin du mois avec toutes les institutions publiques qui ont apporté leur aide pour le financement. Donc le résultat avant-après et le très beau travail de l'artiste Jenna K.S. Donc les photos, c'est du photographe. Et puis sur d'autres églises, je suis un peu moins d'interventionniste. Je regarde et j'étudie l'édifice et ses caractéristiques architecturales. Qu'est-ce qui fait son identité? Et de ce fait, pour cette église romane du 11 et 12e siècle, il y avait juste c'était une restauration normale, mais il y avait un accès du 12e qui avait été obturé et on a proposé de réouvrir. Ça, c'est la seule intervention. Et enfin, une des dernières opérations avec la sauvegarde de l'art français qui appuie à chaque fois le parti pris. Donc ça, c'est quand même un bon soutien. C'est une restauration de voûte lambrissée et on a pu restituer une voûte qui avait été restaurée au 19e avec un pan coupé et de restituer le profil en plein cintre. Et quel est l'apport des artisans? Travailler avec la sauvegarde de l'art français, c'est aussi un regard sur les devis et ça appuie aussi le fait qu'on va travailler avec des artisans locaux qui ont un savoir-faire, donc on préserve le savoir-faire et on peut dialoguer avec des artisans compétents et qualifiés et très intéressants. Et l'architecte du patrimoine est là pour coordonner l'ensemble des artisans et pour permettre un projet de qualité en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, mais... Merci beaucoup. Merci. Ce que je retiens, c'est que vous n'avez pas l'ambition de faire un projet d'architecte, que vous êtes vraiment au service de l'édifice, que vous savez même prendre des parties qui ne soient pas tellement visibles. Vous êtes même en retrait quelquefois de ce que vous pourriez faire. Et en définitive, depuis le début jusqu'à la fin, vous apportez une méthode qui est bien connue dans d'autres spécialités comme la médecine par exemple, et où je reconnais tout à fait un savoir-faire bien compris, efficace, et qui répond tout à fait à la question. J'imagine même qu'à l'occasion de vos études, vous contribuez à faire redécouvrir l'édifice à leurs propriétaires et aux populations. Donc c'est un rôle important que vous avez là. Voilà, merci beaucoup. Le représentant de l'UDAP, Nicolas Vassilinsint, si je prononce bien, je ne suis pas sûr. Alors ma question tout à l'heure c'était visa ou conseil? Et alors comment vous vous placez? C'est difficile parce que c'est un équilibre délicat. Alors la question sera très difficile à répondre. J'irai même peut-être au-delà, puisque l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, de l'Eure et même dans d'autres départements, outre ses missions dans le cadre de l'urbanisme, notamment au titre des abords ou encore au titre des sites classés et des sites inscrits, et puis également dans le
domaine du conseil pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme. Nous intervenons également dans la conservation et la restauration des monuments inscrits et classés, ceci en collaboration avec la conservation régionale des monuments historiques, où on se répartit un petit peu les différents dossiers à venir. Également, nous avons beaucoup développé, grâce à France Poulain dans un premier temps, puis après, suite à mon arrivée dans le service en 2016, une intervention également dans le domaine du patrimoine non protégé, qu'il soit religieux ou non religieux. Ce que nous avons beaucoup développé ces dernières années, c'est déjà dans un premier temps le conseil auprès des collectivités territoriales et de préférence un conseil en amont. D'abord dans le domaine de l'entretien des églises, des choses toutes bêtes comme par exemple l'entretien des toitures ou encore l'entretien des gouttières, ce qui est un petit peu la base, puisque quand vous avez un couvert qui va bien, le clos en général va très bien. Également un conseil en faisant des bilans sanitaires des édifices afin d'orienter les collectivités, soit sur des petits travaux d'entretien que nous sommes amenés dans certains cas à suivre nous-mêmes, ou alors dans le cadre de travaux de restauration plus élaborés, où là, bien sûr, nous conseillons un architecte du patrimoine, que ce soit dans le domaine du patrimoine non protégé, et puis quand c'est de la restauration, quand c'est du patrimoine protégé, bien sûr, il y a obligation de recrutement d'un architecte. Si c'est inscrit, bien sûr, on conseille plutôt sur un architecte du patrimoine, même si ce n'est pas obligatoire, puisque, bon, il n'y a pas de secret, hein, un architecte spécialisé sera toujours plus performant qu'un architecte qui n'a pas eu cette formation dans le cadre du bâti ancien. Donc voilà un petit peu, ça c'est l'une de nos premières missions, donc c'est cette mission de conseil. Par ailleurs, nous avons obtenu du préfet c'est un regard sur les subventionnements, notamment des dotations des équipements des territoires ruraux, puisque dans l'Eure, ce type de subventionnement va aussi pour les églises et le patrimoine en général. Maintenant, il y a d'autres dispositifs, comme la décile également, où on nous demande un conseil. Simplement, c'est pour éviter des restaurations malheureuses, comme il y a pu y avoir à une époque, comme des ravalements de façades, comme des interventions par des couvreurs sur charpente. Alors j'ai rien contre les couvreurs, hein, c'est parce que c'est deux métiers différents. Hein. C'est parfois conseillé de prendre un charpentier quand la charpente est malade, tout simplement. Donc on intervient également en tant que conseil auprès des autorités de l'État et du ministère de l'Intérieur, afin bien sûr de garantir des restaurations de bonne qualité. Également auprès du département de l'Eure, qui a développé un dispositif qui s'appelle de subventionnement qui s'appelle Mon village, mon amour. Également, là aussi, nous instruisons un petit peu les dossiers, nous faisons du conseil également pour le mieux restaurer. Il y a même parfois des dossiers que l'on transforme un peu en orientant également vers des architectes du patrimoine quand cela est nécessaire. Et puis il y a également un troisième axe que nous avons développé depuis 2016, c'est la prise en compte de l'archéologie du bâti dans le bien restauré. Alors bon, là j'ai deuxième casquette, puisque par ailleurs je suis archéologue du bâti rattaché au laboratoire CNRS de Caen, le CRAM, et en fin de compte, pour bien restaurer un édifice, il faut bien le connaître. Il faut bien étudier, dans certains cas, sa stratigraphie, bien savoir par quels matériaux il a été construit, afin d'utiliser des matériaux qui s'en rapprochent le plus. On a pu ainsi faire changer un petit peu les pratiques, par exemple au niveau des maçonneries, en utilisant des mortiers beaucoup moins durs, en privilégiant dans certains cas la chaux aérienne, parce qu'on a fait des analyses et
il s'avère que pour les édifices médiévaux au début de l'époque moderne, eh bien, on utilisait de la chaux aérienne. Alors, quand c'est pas possible à cause des questions météorologiques, et c'est le cas bien sûr en Normandie, on oriente plutôt sur des chaux faiblement hydrauliques de type NHL, NHL2. Et puis également, pour d'autres cas, ça a été également sur les couvertures en bois. Pendant de nombreuses années, on a utilisé des tuiles de bois en châtaignier. Or, les études récentes de Frédéric Epaux et de différents chercheurs également, en trouvant des tuiles de bois encore conservées, il s'avère que dans notre région, les tuiles étaient en chêne, et on a par exemple là 2 dossiers qui vont sortir avec des couvertures de tuiles en chêne. C'est au niveau des clochers, bien sûr. Donc voilà un peu des évolutions grâce à la connaissance en archéologie du bâti. Cela a permis de faire évoluer les restaurations, de faire évoluer également l'utilisation de matériaux. Également dans le traitement des façades, dans certains cas, on va plutôt travailler, comme j'avais un collègue qui disait en couturage, c'est-à-dire de ne pas piqueter toute la façade, mais de la reprendre partiellement. Donc voilà un petit peu l'évolution des techniques également, sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques exemples maintenant sur le département de l'Eure. Si vous voulez revenir à Pierreronde, qui est un petit peu un exemple un petit peu emblématique, qui est bien connu de la sauvegarde de l'art français, puisque une distinction a été décernée à Frédéric Epaux, qui est l'instigateur de ce dossier, qui est par ailleurs chargé de recherche au CNRS et qui depuis maintenant 25 ans restaure cette église. Alors elle a été restaurée de manière très scientifique, puisque ça s'est accompagné d'une étude du bâti de cette église. Là vous avez une orthophotographie et relevé du bâti de la façade sud de cette église. D'abord on a étudié les matériaux, on a étudié très attentivement la charpente afin de bien restaurer cet édifice. Je peux vous demander d'être bref maintenant, oui, parce que votre parole a échu. D'accord, alors très rapidement, un autre exemple, c'est l'église de Moiville, où là encore, comme vous pouvez le voir l'avant-après, on a respecté au maximum, avec l'architecte du patrimoine, l'existant, afin de ne pas avoir une restauration aux invasives. Voilà, où on a retrouvé des peintures, notamment du XIIe siècle, qui devaient être recouvertes et qu'on n'a pas recouvert. L'église d'Hézier, où là, il va y avoir une demande bientôt auprès de la sauvegarde de l'art français, avec la restauration diapositive suivante de la nef qui est inscrite monument historique et qui actuellement fait l'étude d'archéologie du bâti. Et puis, plusieurs exemples d'églises où on a piqueté complètement les ciments, qui ont fait l'objet d'études d'archéologie du bâti avec des restaurations très dures. Pour terminer, quelques mauvais exemples, parce qu'il y en a encore, notamment cette baie qui a été malheureusement maltraitée, puisqu'on avait une baie avec des angles vifs, et qui était plutôt une baie du XIe siècle, et puis malheureusement, eh bien, cette baie a été traitée comme une baie du XIIe siècle, avec des angles cassés. Alors voilà, donc ce qu'on a développé, c'est des collaborations tant avec les collectivités locales, les associations, les architectes du patrimoine également, ainsi qu'avec les artisans. Je vous remercie de votre attention. Merci monsieur, votre rôle est décidément polydirectionnel, si je peux dire, puisque du visa vous passez au conseil, du conseil vous passez ensuite à l'encouragement pour les subventions, prise en compte de l'archéologie du bâti, et je vois dans votre travail beaucoup de similitudes avec l'architecte du patrimoine, à un détail près, mais ça on reposera la question après, c'est la question de la prise de risque et de la prise de responsabilité dans un cas de figure où, au fond, vous ne pouvez pas, évidemment, vous substituer à un maître d'œuvre. Mais je pense que c'est un sujet sur lequel on pourra débattre ensuite tout à l'heure, parce qu'il est capital. En revanche, votre rôle est absolument indispensable pour permettre l'éclosion des opérations, je dirais presque en parallèle avec le représentant de la sauvegarde sur le terrain. Alors maintenant, c'est le rôle de l'entrepreneur, Monsieur Baranger.
vous allez nous parler de charpente en bois, de couverture traditionnelle. Et dans ces deux domaines, est-ce que vous êtes un simple, ce que je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que vous êtes un simple exploitant? Moi, je me souviens très bien, exécutant. Je me souviens très bien dans mon exercice que lorsqu'il y avait complicité entre l'architecte, le maître d'ouvrage et les artisans, eh bien, on dépassait quelquefois les ambitions du projet. Peut-être l'avez-vous connu, peut-être pouvez-vous nous en dire un mot. Oui, merci. Allô? Oui, c'est bon. Oui, alors effectivement, c'est ce triptyque maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise qui fait que quand ça fonctionne bien, on a la chance de connaître des chantiers réussis dans leur globalité. Voilà, donc exécutant simplement pour répondre à la question, je ne l'espère pas, le moins possible, et ça va avec ce que disait Madame l'architecte il y a 5 minutes. Pour faire vite, parce que je crois qu'en temps cumulé, on est un peu en retard. Donc j'ai la chance de co-diriger 2 entreprises. La première, c'est Louis Geneste, qui fait de la maçonnerie et pierre de taille en Auvergne et en région parisienne depuis 1866. Et la seconde entreprise, Maurice Neuillet, qui fait de la charpente et de la couverture, c'est celle dont on parle aujourd'hui, depuis 1947, c'est beaucoup plus jeune. C'est une entreprise gamine à côté de l'autre, en Auvergne également et en région parisienne. Donc en Auvergne, Clermont-Ferrand, Murat dans le Cantal, Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier et Égletons en Corrèze. Voilà, et Paris. Donc les 2 chantiers dont vous voyez les photos sont des chantiers qui ont été aidés par la sauvegarde. Et qui donc sont des chantiers de couverture et qui dépendent de nos 2 implantations. Alors ce qui est important, c'est le côté patrimoine vernaculaire dont on parlait tout à l'heure, et on en reparlera probablement, tant pour les techniques utilisées, qui sont éminemment locales, et du coup les savoir-faire qui vont avec, nous qui sont le propre de l'entreprise, qui sont aussi éminemment locales. Donc là, c'est l'église de Murat, Notre-Dame des Oliviers, un chantier qui a duré 4 ans et dont la spécificité technique due à la localité géographique, c'est la couverture en lauze. Donc nous avons fait la maçonnerie, on a traité les arases qui venaient recevoir la nouvelle charpente. La charpente, c'était un confrère qui s'en est occupé. Et donc là, toute la couverture en lauze que vous pouvez voir sur les photos. Donc la lauze, c'est de la pierre, donc de la pierre, en l'occurrence, c'est du basalte à Murat, avec à peu près 950 mètres carrés de lauze, dont la moitié qui sont des lauses de récupération. Voilà, donc un chantier qui a duré 4 ans et un savoir-faire assez unique. Voilà, il faut savoir que un vrai bon lausier, on met à peu près une dizaine d'années à former un lausier autonome. Donc on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais l'importance de la transmission et des savoir-faire sur cette spécificité technique, c'est primordial. Et il en va de la survie des savoir-faire et de la survie des entreprises et de la survie des bâtiments. Et la deuxième église aidée par la sauvegarde, là on change d'implantation, on est au nord de Paris dans le 95. L'église Saint-Sulpice à Villiers-Adam. Le clocher est du 13e et le reste de l'église du 16e. On a eu une première intervention en maçonnerie sur le clocher il y a 5 ans. Et là, la dernière tranche, qui était sur 2019 et 2020, c'était la restitution de la charpente et de la couverture, avec une tuile donc de la terre cuite qui venait d'Indre-et-Loire, la tuilerie de Brie-Doré. Voilà, donc on voit encore la diversité des techniques liées à la localisation et du coup la diversité des savoir-faire. Nous, la diversité des savoir-faire, on parlait de la difficulté des lausiers dans le Cantal. En région parisienne, on a d'autres difficultés, qui est le fait de trouver des couvreurs parisiens, tout simplement. Des jeunes qui sont motivés par le métier. Et pourtant, même sur des édifices comme ça, c'est exaltant pour ceux qui s'y mettent. Voilà, mais cette importance des savoir-faire, nous, c'est quelque chose que l'on vit vraiment au quotidien. Voilà.
Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, vous avez été magnifique, vous avez quasiment tenu l'horaire et vos interventions ont été particulièrement complémentaires et ont enrichi en quelque sorte le débat. Alors, voulez-vous lancer les questions? Alors, effectivement, nous demandions tout d'abord quelles sont pour vous, en fait, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Nous serions aussi contents de savoir en quoi la sauvegarde vous a particulièrement aidé. Et puis, dans les présentations, je trouve qu'il y a deux mots enfin, il y en a même trois. Il y a le caractère extrêmement pluridisciplinaire de l'aventure qu'est la restauration. On voit bien, on a besoin de construire ensemble avec nos expériences respectives. Il y a les mots qui ont été prononcés par frère Marie Pac et par madame Valérie Radeau sur le sens, et il y a le terme transmission. Donc ce sont des mots extrêmement forts, et je pense que nous... Voilà. Alors, qui d'entre vous peut commencer sur ces différents points ? Oui, ça marche. Bon, ce qui a les difficultés rencontrées, je ferai juste ça. C'est d'abord bon, le nerf de la guerre, les finances. Pour une petite commune de 250 habitants, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les finances pour faire. On a juste de quoi et encore faire vivre la commune, avec tous les frais qu'il y a. Donc c'est mission impossible. C'est parce que quelques individus du conseil municipal se sont rassemblés, ont fait des concerts, vendu des chocolats, fait des lotos. On ne sait plus quoi faire pour faire venir des dons. On a aussi la Fondation du patrimoine qui nous a aidés, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui nous gère donc les dons et qui m'ont donné des subventions, d'après les maires de l'époque, extraordinaires. On n'a jamais eu ça. Et là, je les remercie. Voilà, on a réussi, mais sinon, si on n'a pas de dons, on ne peut pas assumer la part de la commune. Voilà, en gros, c'est la difficulté. Maintenant, tant que l'église n'est pas inscrite, c'est le maire qui a la main mise sur les travaux. Bien sûr, je me suis renseigné auprès des architectes bâtiments de France, toujours cette madame colonel, qui, lorsque l'on a fait la couverture du toit principal, est venue ou a envoyé des adjointes pour surveiller les travaux. Je ne voulais pas faire n'importe quoi. Donc ça a été fait selon les normes d'une restauration de l'époque, parce qu'avant c'était une toiture accrochée. Donc. Et là, on a remis voliges. Bon, on voulait les mettre au départ un peu pliés, mais on les a mis en sapin, virus, c'est bon. Et les clous ne sont pas en cuivre, mais en galvanisé. Mais bon, les ardoises, et ça peut peut-être intéresser le charpentier là-bas, c'est des ardoises françaises. Alors qu'il paraît qu'il y a guerre d'ardoisière maintenant en France. Donc je lui passe le tuyau, s'il veut s'en servir, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est surtout ça les difficultés. Maintenant, on n'a plus la même mise. C'est la DRA qui s'en occupe. On ne gère plus. Donc, oui, on est juste bon à trouver des subventions, ça oui. Voilà. Mais sinon, on fera avec. Merci beaucoup, frère. Pour moi, les difficultés rencontrées, ça a été d'abord... j'ai un caractère un peu spécial, très dynamique, et on m'a pris pour un fou. Laissons-le faire. On va voir, il va se planter royalement. Parce que, bon, les associations sur le coin, quand elles lèvent 10 000 euros, c'est formidable. Et moi, il m'a fallu lever 420 000 avec les subventions. Donc maintenant que j'ai un peu de bouteille, que j'ai réussi la première tranche, je deviens un peu plus crédible. Deuxième difficulté, je me présente toujours vis-à-vis des institutions, même si je suis toujours en habit, puisque c'est mon habit traditionnel, je me présente toujours comme le président des Compagnons du Sens. Et j'ai en face de moi une laïcité mal comprise qui, tout de suite, fait une hostilité parfois frontale avec le fait religieux. Et donc ça, c'est un handicap. Je dis, mais bon sang,
arrêter d'être bloqués sur le fait religieux. Nous sommes là pour une opération ensemble, mettre en avant notre patrimoine qui est commun à tous, qu'il soit religieux ou pas religieux, et développer l'économie locale. Faisons-le ensemble. Mais ce discours-là ne passe pas, si bien qu'il y a une autre association, une autre fédération qui s'est créée, plus syndicale, voilà, bon, bref. Donc les difficultés viennent de là. Le sens, pour moi, il est clair. Faire du bien aux gens quand ils fréquentent le lieu et développer l'économie locale. Et puis mon métier de prêtre, je le fais quand je suis là. J'écoute les gens, je les console autant que je peux. Je donne le sacrement des malades aux gens qui me le demandent et je célèbre des confessions quand on me le demande aussi. Donc le sens, pour moi, est très clair. Oui, moi j'ai pu constater en 30 ans d'expérience sur le patrimoine quand même une évolution des mentalités, je dirais, générale. Hein. C'est pas uniquement, je pense, dans ma commune. Et parce que je pense qu'en France, on a pris conscience de la dimension, de l'impact du tourisme sur l'économie. Et du coup, les gens comprennent un peu mieux le discours quand on leur dit que le patrimoine occupe une importance majeure sur l'activité touristique et on arrive à les faire remuer même si on a à faire face à des oppositions, comme vous dites, sur une laïcité mal comprise. Parce que dès qu'on touche au clocher du village, on rentre dans le conflit sur la définition de ce qu'est la laïcité. Et moi, j'ai constaté une évolution quand même très importante, une évolution du regard sur le patrimoine qui est moins mis du côté de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui... on se rend beaucoup mieux compte maintenant que le patrimoine, en fait, a un sens. Et en fait, quand on fait découvrir, quand on fait visiter, parce que moi, je fais visiter la maison que j'habite, et c'est étonnant de voir la transformation du regard des personnes, de leur curiosité, dès l'instant qu'on anime la pierre. Et quand on anime la pierre en la faisant parler justement par tous les savoir-faire qu'elle a subis, parce que dans une restauration, moi je vois à titre personnel, nous avons fait travailler 50 entreprises, et donc dans des spécialités qui vont du dinantier au maçon, au tailleur de pierre, le plombier, l'électricien, et je vous en passe. Et quand on fait parler tous ces corps de métier, quand on fait visiter, eh bien le regard du visiteur, moi j'ai des visiteurs de toutes sortes, de tout profil, eh bien, si vous voulez, à la fin de la visite, on est remercié au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'il a découvert que tout ça a un sens, a de l'épaisseur, et qu'elle n'est pas uniquement matérielle, et qu'elle est, comme vous dites, ça fait du bien. Et c'est extraordinaire de voir comme quand on anime un bâtiment, alors nous avons visité en plus l'église du village parce qu'on a quand même pas mal bousculé la commune pour qu'elle fasse un magnifique travail d'ailleurs. Et les gens sont tout étonnés qu'on se donne du mal pour cette église qui n'est pas chez nous bien sûr, mais encore une fois, donner du sens. Et donner du sens, c'est, surtout en ce moment, c'est vital. Je vous remercie, madame. Ensuite Moi, la difficulté, c'est plutôt une difficulté liée au parti pris de restauration. Parce que quand on nous passe une commande, les élus, ou en tout cas le responsable de l'édifice, a une certaine visibilité de comment il veut restaurer et qu'est-ce qu'il veut restaurer. Et c'est parfois difficile de réorienter le projet qui doit être adapté à l'état sanitaire du bâtiment, mais aussi à son caractère patrimonial et architectural. Et les premiers rapports sont toujours un peu difficiles parce qu'il faut aussi parler argent. Il y a un budget. Et des fois, on ne peut pas le dépasser, ce budget. Donc, on doit adapter le projet en fonction de ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une méthodologie
qui est la même pour un édifice classé ou inscrit, c'est-à-dire d'expliquer l'histoire de l'édifice, quel est son intérêt, pourquoi il est exceptionnel, pourquoi nous on va se battre pour lui, pour qu'il puisse déposer un dossier à la sauvegarde de l'art français ou autre. C'est parce qu'on a étudié son histoire, on a étudié son évolution historique, on a étudié les techniques de restauration. Et grâce à tous les éléments collectés, on sait que le parti pris de restauration est le mieux pour l'édifice. Et aussi, on sait expliquer que peut-être que le programme qu'on nous a demandé, on ne pourra pas le faire avec le budget qu'on nous a donné, mais qu'on pourra au moins effectuer les premiers travaux de préservation et de sauvegarde, et que les projets futurs, ce sera pour les générations suivantes. Donc voilà, c'est ça les principales difficultés. Merci beaucoup de rappeler le rôle de la temporalité et dans la garantie de l'efficacité et du rendu. Merci. Alors au niveau des difficultés, c'est encore, parfois on est confronté avec certaines collectivités, c'est le tout propre. Voilà. C'est-à-dire que quand on traite une façade, pour expliquer qu'on va faire attention à respecter la stratigraphie de la façade, c'est pas toujours simple. Ça l'est de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de maires qui comprennent ce discours, mais on est parfois confronté à cette difficulté. Vous parliez tout à l'heure de la prise de risque. Eh bien, c'était vrai il y a un certain nombre d'années. Maintenant, grâce au dialogue qu'on a développé avec les architectes du patrimoine, eh bien, on arrive souvent à tomber d'accord sur les préconisations, sur les prescriptions, sur le mode opératoire pour le protéger. Et pour le non protégé, c'est avec les entreprises qu'on a petit à petit réussi à avoir ces liens de très étroits, de discussion, de dialogue. Et il est évident, quand on fait un parti pris de restauration ou sur l'utilisation d'un type de matériau, ça se fait avec l'accord de tout le monde. L'apport de la sauvegarde de l'art français, il est très important sur la qualité des restaurations. Parce que moi, j'ai eu plusieurs dossiers sans la sauvegarde de l'art français, sans cet apport aussi financier de la sauvegarde de l'art français, eh bien nos préconisations et nos prescriptions n'auraient pas été suivies. Et ça, c'est très important. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'arrivera peut-être encore. Et grâce à ce dialogue que nous avons avec la sauvegarde, eh bien cela sera pas possible. Et on a cette chance d'avoir à la sauvegarde des personnes qui partagent complètement notre vue sur la conservation et sur la qualité des restaurations. Alors, je permets d'intervenir parce que, effectivement, pour le public qui ne connaît pas forcément toujours le mécanisme interne, il arrive, c'est vrai, devant certains dossiers, que nous sentons que les préconisations demandées vont demander un effort financier supplémentaire. Et effectivement, la sauvegarde ouvre un œil vigilant et attentif et bienveillant à ce cas de figure pour arriver à ce que la restauration soit la plus fine, la plus sensible et la meilleure pour l'édifice. Voilà, donc je tenais à intervenir pour rappeler cette sensibilité de la sauvegarde dans ces décisions. Excusez-moi. Je vous en prie. Moi, je prends celui-ci. Juste, j'abonde sur les deux dernières interventions sur le rôle de la sauvegarde. Effectivement, je remarque que dans les deux projets dont on a parlé, et comme ce que vous disiez en tant qu'architecte, un des sujets, je ne sais pas si c'est une difficulté ou un problème, mais un des sujets principaux, ça reste le financement. Avoir cette aide financière, ça débloque quand même beaucoup de sujets, et puis ça permet d'aborder la restauration avec un peu plus de mou financier et donc de mou intellectuel dans la façon d'aborder le projet. Et le dernier point que vous souligniez tout à l'heure, c'était la transmission. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je remets un petit coup dessus. Restaurer le patrimoine, c'est transmettre du patrimoine aux générations futures. Ça passe aussi par la transmission des savoir-faire, par la formation. Voilà, ce sont des métiers. Vous parliez tout à l'heure du potentiel économique de la restauration du patrimoine en termes de tourisme.
mais c'est aussi en termes d'emploi physique non délocalisable, parce que celui qui va restaurer l'église de Murat, c'est celui qui est né à côté, c'est celui qui en a appris les techniques, qui a vécu à côté de la lauze et de la pierre et de la lave, et qui a l'habitude de l'avoir utilisé, et pas celui qui va venir d'Alsace, qui travaillera très bien par ailleurs, mais sur son église alsacienne. Donc il y a une valeur sociale aussi dans les emplois que ça représente. Merci. Je pense qu'il y a un point qui me paraît important. Madame Elena Coudray a parlé, au fond, de replacer la restauration de l'édifice dans le temps. Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire qu'en définitive, ce qu'on peut faire aujourd'hui est une chose importante. Ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, qu'on le reporte demain, c'est bien. L'important, c'est d'avoir une vue générale. Alors, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est évidemment, au début, quand il faut refaire une couverture, c'est comme si on disait, tiens, j'ai un vieil imperméable, je vais aller chez le marchand d'imperméable pour en changer. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En réalité, refaire une couverture, c'est pas simplement remplacer la couverture, c'est aller beaucoup plus loin, c'est vraiment un travail d'intervention dans lequel, tout d'un coup, l'architecte, il va découvrir des savoir-faire particuliers de mise en œuvre, il va découvrir aussi des matériaux particuliers, anciens. Vous avez dit tout à l'heure, à Murat, vous avez utilisé 50% de lauze ancienne. Alors, la question qui se pose, elle est double. La première, c'est la restauration conforme aux dispositions de l'édifice. On se rend compte que ça coûte plus cher. Souvent, pas toujours, mais souvent. Donc là, il y a vraiment une décision d'équipe qu'il faut faire. Et je mets dans l'équipe le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, la commune, la collectivité. Donc c'est vraiment un effort général. Tout d'un coup, l'édifice appartient à tout le monde et tout le monde prend en charge la responsabilité de sa restauration. Mais il y a aussi une autre question qui est les matériaux de récupération. Alors ça, on est très très attaché. Et je voulais vous en faire la démonstration ce matin, l'impact considérable que peut avoir un matériau ancien, par exemple en couverture, est décisif. Or, on se trouve souvent dans le cas où une entreprise dit « Ah ben non, moi je ne suis pas couvert par mon assurance ». Parce que pour l'assurance, il faut avoir des matériaux pour lesquels on connaisse le fabricant. Alors évidemment, des matériaux anciens, c'est impossible. Et à ce moment-là, vous avez un phénomène de blocage, où en définitive, l'entrepreneur, soit il est couvert et il passe par un matériau qui n'est pas compatible avec l'édifice, soit il se met en conformité avec l'édifice, il y a une prise de risque partagée avec l'architecte et avec le maître d'ouvrage. Donc ça, ce sont des éléments qui sont absolument capitaux pour la restauration, pour l'entretien de la qualité patrimoniale la plus profonde, et qui se heurte aujourd'hui à un contexte qui est extrêmement difficile.